Bienvenue, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. L'accord de paix signé ce 4 décembre à Washington entre la RDC et le Rwanda parviendra-t-il à ramener la paix dans l'Est de la RDC? Il y a des raisons d'en douter pour cause ce 10 décembre. Déjà, le président congolais Félix Tshisekedi reproche à son voisin, à son homologue rwandais Paul Kagame, de violer les termes de cet accord. Les forces du M23 seraient déjà entrées dans Ouvira, une autre ville de la RDC. Alors, quelle est la réalité plutôt de la puissance, de la surpuissance militaire du Rwanda? Ce pays cherche-t-il à déstabiliser son voisin, la RDC? Parviendrons-nous à réaliser la paix dans la région des Grands Lacs? Nous recevons pour en parler l'ancien capitaine de l'armée burundaise, Gratien Rukindikiza, par ailleurs éditorialiste. Il est notre invité. Gratien Rukindikiza, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Richard de m'avoir invité. Un accord est signé le 4 décembre. Nous étions à Washington, sous l'égide du président américain Donald Trump. 6 jours seulement après, le président congolais Félix Tshisekedi accuse son homologue rwandais de violer les termes de cet accord. D'abord, quel est le regard que vous portez sur cet accord qui a été signé et qu'est-ce qu'on peut en entendre? Tout d'abord, l'accord qui a été signé, on ne parle pas de cessez-le-feu. C'est un accord entre deux États qui ne se font pas la guerre. Oui, c'est un accord entre deux États qui ne se font pas la guerre. Les belligérants sont en train de négocier à Doha. Il y a Doha et Washington. Sinon, si le Rwanda et le Congo étaient des belligérants, il n'y aurait pas Doha. Mais il y a Doha. Oui. Et donc, du coup, et dans l'accord qui a été signé, il y a 3 choses. La première chose, c'est ça demande aux Rwandais de lever les mesures défensives, que les Congolais disent de retirer les troupes. Deuxièmement, c'est de neutraliser pratiquement en harmonie, de neutraliser les FDLR. Oui, les Après, oui. C'est la partie économique. Ce sont les 3 parties. Oui. Et quant au cessez-le-feu, c'est du ressort de Doha. Monsieur, cela veut dire que quand il y a la guerre, cela veut dire que quand il y a la reprise de la guerre, cela veut dire que ce n'est pas le Rwanda, c'est le M23. Le commandant, si vous voulez bien, le commandant... Le Rwanda n'est pas derrière le M23. Non, je vous explique. Le commandant, le général-major Biamungu, qui commande le front, c'est lui qui a commandé le front, c'est lui qui descend vers Kamanyola, et d'ailleurs qui doit être tout près de Uvira. C'est un Congolais. C'est un Congolais. Il est jamais, personne ne dit qu'il... Le commandant en chef des forces du M23, c'est un Congolais, dites-vous. Mais le commandant en chef, Makenga, c'est un Congolais. D'accord. Le général qui commande le front sud, c'est un Congolais, Biamungu. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire en disant ça, mais clarifions les choses. Deux États ne signent pas un accord de paix s'ils ne sont pas en guerre. Vous dites que le Rwanda et la RDC ne sont pas en guerre. Alors, ils ne sont pas en guerre. Pour moi, il y a un problème de terminologie. Ce n'est pas un accord de paix, c'est un accord de bon voisinage. L'accord de paix concerne les gens qui se battent. Or, les gens qui se battent sont à Doha. Donc, il n'y a pas de guerre déclarée entre les deux pays. Oublions Doha. Restons en RDC. Restons et c'est-à-dire que ce que fait le M23, on n'en parlait pas. Les experts de l'ONU nous disent qu'il y a 6 à 7 000 hommes, soldats rwandais en RDC. Les experts parlaient de 3 000 à 4 000, mais s'ils parlent de 5 000. Oui, mais Rwandais en RDC. Mais alors, et le communiqué de l'Union européenne de ce 10 décembre. Ok, c'est simple. Imaginons s'il y a 7 000 militaires rwandais en RDC. Oui. En face, il y a 15 000 militaires burundais. Il y a environ 15 000 FDLR. Il y a les Wazalendo, environ 20 000. Il y a 200 000 militaires congolais. Vous voulez dire que 7 000 militaires rwandais déstabilisent 250 000 militaires? C'est impensable. Donc, cela veut dire que les gens qui se battent sont les gens, les frères, qui se connaissent dans la sous-région. Ce n'est pas 7 000 militaires rwandais qui ont investi en RDC. En appui au M23. 6 à 7 000 soldats rwandais seraient en RDC en appui au mouvement rebelle M23. En appui, c'est-à-dire de M23 qui se bat contre, prenons sur le terrain, contre 100 000 personnes. Donc, ça veut dire que c'est vraiment insignifiant. Mais moi, à ce que je sache, on parle des mesures défensives. Les Rwandais, on n'a pas des Rwandais sur le front qui se battent.
ils peuvent être entrés. Parce que les Rwandais, dans leur stratégie, ils disent qu'ils ne vont jamais se battre au Rwanda, c'est un tout petit pays. Et donc, du coup, ils dévancent, ils font une sorte de zone. Donc, ils pénètrent sur un territoire étranger. Et la preuve, je vais vous donner la preuve. Oui. Le Congo n'a jamais montré ni un cadavre, ni un prisonnier rwandais. Jamais. Les Congolais se basent sur les rapports des experts des Nations Unies qui viennent des Nations Unies. Vous vous rendez compte? Qui se basent de tout ce qui est dit à l'extérieur. Mais jamais ils n'ont pas de preuves. Regardez la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les Ukrainiens ont des prisonniers russes, ont des cadavres russes qui les ramènent. Mais là, on n'a aucun cadavre, aucun prisonnier. Donc, vous voulez dire que moi, je dirais, si je raisonne, si on je dirais qu'ils sont, ils peuvent en inventer. Ils peuvent être à l'intérieur, Oui. mais ils ne sont pas sur le champ de bataille. Et il faut quoi alors à l'intérieur? Ils protègent leurs frontières. Parce qu'il y a eu plusieurs attaques des FDLR et ils les protègent. Mais ça s'appelle une agression. Quand vous pénétrez sur un territoire étranger, soi-disant que vous faites pour protéger vos frontières. Si vous êtes attaqué, si vous êtes attaqué, à un certain moment, il y a des, vous pouvez avancer dans le territoire en disant, moi on m'attaque, vous ne faites rien, vous ne réagissez pas. Qui attaque le Rwanda? Les FDLR. Ben, les FDLR attaqueraient le Rwanda. Et puisque vous parlez comme ça, on parle de 6 à 7 000 hommes, est-ce qu'on a besoin d'aller sur un territoire étranger avant de les neutraliser? Il suffit de sécuriser sa frontière, c'est tout. Comment est-ce qu'on sécurise sa frontière quand on a un petit pays? On sécurise sa frontière déjà à Kigali? Bon, vous qui êtes militaire, expliquez-nous. Comment les FDLR... Alors, rappelons quand même que ce sont des rebelles, on va dire ça comme un Rwandais, qui se seraient réfugiés en RDC pour de là-bas déstabiliser le Rwanda. Et le Rwanda estime aujourd'hui que pour se défendre, il a besoin de déployer des forces sur un territoire étranger, sauf qu'en droit international, ça s'appelle une agression. Alors, je vais vous expliquer. Les 3 pays voisins de l'Est de RDC ont des problèmes avec des rebelles. Le Burundi avec Red Tabara. C'est vrai. L'Ouganda avec les ADF. Le Rwanda avec FDLR. L'Ouganda et le Burundi ont eu les autorisations d'aller contrer les rebelles pour qu'ils n'attaquent pas chez eux. Ils sont entrés à l'intérieur du Congo pour faire une sorte de ceinture. Sauf le Rwanda. Le Rwanda n'a pas eu l'autorisation. Et comme il y a eu des bombes qui ont été lancées à un certain moment, ils se sont dit, on nous a privés de cette autorisation. Et d'ailleurs, il y avait une certaine menace, ils avaient des informations. Eux, ils parlent de ces mesures défensives, mais je sais bien que ces mesures défensives, ça va au-delà de la frontière, juste pour protéger comme les autres, ils ont fait. C'est l'État. Mais le président congolais a raison de parler d'agression. C'est pas la guerre en soi. Parce que s'il y avait la guerre, il y aurait des cadavres, il y aurait des prisonniers. Pour moi, je pense que c'est une façon de protéger la frontière. L'Union européenne, les États-Unis viennent de demander aux troupes rwandaises de quitter immédiatement le sol congolais. Ils ne demandent pas de quitter immédiatement alors qu'il y a l'accord de Washington. Il y a l'accord de Washington. La sortie, quitter le territoire, ils sont entendus sur ça. Ça se fait parallèlement. Ça, c'est après la prise de Uvira, il y a 2 jours. Il y a des déclarations. Revenons au Rwanda. Gratien Rukindinkiza. Ce pays est étonnant quand même. Il a des forces déployées en Centrafrique. Il a des forces déployées au Mozambique. Il a des forces déployées au Soudan du Sud. Et aurait encore 6 000 à 7 000 hommes en RDC. D'abord, vous êtes militaire. D'où vient cette capacité pour ce pays à jouir de cette puissance militaire que ses voisins de la sous-région n'ont pas, puisqu'on les spécialistes nous parlent de l'armée la mieux formée et la mieux outillée de la sous-région. Ça vient d'où? Tout d'abord, je vous dirais que ce n'est pas l'armée qui comporte plusieurs militaires plus que les autres. Ah non, ce n'est pas l'effectif qui fait la qualité de l'armée, on est d'accord. Alors, il y a une chose chez les Rwandais, c'est le moral. C'est vraiment de se dire, ils ont la détermination. Les militaires rwandais, ils ont la détermination. Il ne faut pas oublier que plusieurs parmi eux, ou même d'autres qui ont été formés, parce qu'on les jeunes, ceux qui ont fait la guerre, il ne restait pas beaucoup de gens. Ceux qui ont fait la guerre en 90, 94, il n'en restait pas beaucoup. Mais ils ont la détermination, ils se disent qu'il y a eu un génocide. Ils disent plus jamais il y aura un génocide chez nous.
Quelqu'un qui veut faire un génocide chez nous, on doit le combattre. Et donc, du coup, le militaire rwandais, il a un rang, il est respecté par la société. Lui aussi, il est valorisé, il se valorise. Quand il fait son travail, il a une grande détermination. Et quant à la formation, Oui. alors, moi, j'ai fait l'armée régulière burundaise. Il y a la formation classique, ce qu'on appelle la guerre classique, Oui. que nous avons apprises, les formations qu'on fait en France, partout dans le monde. Oui. La guerre classique. Cette guerre-là a été dépassée par les Rwandais. Moi, j'essaie de comprendre. A été dépassée parce qu'ils ont su allier les rebelles, la rébellion et l'armée. Ils ont mélangé les deux. Ils ont une technique à tel point qu'ils en sont maintenant à avoir... Par exemple, les Ouest-Africains, quand ils font l'école de guerre pour avoir le grade de colonel et généraux, ils viennent à Paris. Oui. Maintenant, les Rwandais, ils ont une grande école de guerre qui Au Rwanda? au Rwanda, qui est très réputée. Qui forment les officiers? Oui, les officiers, les officiers généraux. Et au Rwanda, il y a ce qu'ils appellent les Special Forces. Les forces spéciales. Forces spéciales, je dirais presque uniques en Afrique. Et même il y a des pays, je ne vais pas les citer ici, des Européens, qui vont s'entraîner au Rwanda. Il y a des pays européens qui envoient leurs soldats Oui, s'entraîner. s'entraîner au Rwanda. S'entraîner, oui, s'entraîner. Oui. Et vous, vous êtes burundais, mais vous n'hésitez pas à dire que l'armée de votre pays ne ferait pas le poids devant l'armée rwandaise. On n'est pas entraîné de la même façon. On n'a pas le même niveau. Ah bon? Je le dis bien, je le dis clairement. On n'a pas du tout le même niveau. L'armée rwandaise est assez cohérente, et très disciplinée, très bien organisée, très bien formée. Les Special Forces, par exemple, je vous dirais que sont des militaires qui sont spécialisés, qui se battent. Et les gens, même au Rwanda, les appellent les hommes à la hache. Ce sont des gens qui peuvent se battre avec la hache contre les gens qui ont des armes, qui se trouvent à un certain niveau et qui... Avec une hache, Des petites haches. Des petites haches, oui. Ils découpent l'ennemi en deux. Oui, ça, ils balancent. Et ils ont des techniques, vraiment, je dirais, hors du commun. Regardez par exemple ce qu'ils ont fait au Mozambique. Mozambique et les Sud-Africains, les Zimbabwéens et les autres, ils sont retrouvés face à El-Shabaab. Ils ont quitté. Les terroristes? Les terroristes, ils ne pouvaient pas. Ils ont fui. Ils ont fui. Mais il suffit que le président mozambicain appelle le président Kagame, il dit, mais il faut m'aider. Quand ils sont partis là-bas, en 3 semaines, ils avaient chassé les Rwandais. Oui, Les et Rwandais, maintenant ils sont en 3 là. semaines, ils ont Oui. chassé les terroristes de Al-Shabaab. Oui, et maintenant ils sont là. La zone est sécurisée, les gens sont rentrés. Même Total, qui fait l'extraction gazière, est revenu sécurisé par les Rwandais. Regardez Centrafrique. Centrafrique, le président Touadéra, il allait faire les élections. Les rebelles étaient presque à Bangui. C'est vrai. Et ils sont partis le jour même. Moi, je peux vous dire, le jour même, on en a parlé, le jour même quand ils sont partis, à l'arrivée, ils ont des avions, ça ne pose pas de problème. À l'arrivée, ils n'ont pas passé la nuit à Kigali, à Bangui. Ils ont passé la nuit à se battre. Et ils ont chassé les rebelles. Le jour de leur arrivée, déjà, Oui. ils sont allés sur le terrain, le champ de bataille. Oui, et ils ont chassé les rebelles. Il y a eu les élections. S'il n'y avait pas les Rwandais, il n'y aurait pas eu d'élection. Bon, le pays n'était pas totalement sécurisé. Oui, mais cela veut dire qu'ils sont formés, ils ont l'armement. L'armement, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les militaires rwandais, ils sont équipés des armes fabriquées au Rwanda. Ils fabriquent des armes, des munitions. Ils ont une industrie de l'armement au Rwanda. Au Rwanda, des munitions. Et ce sont des armes spéciales. Ce n'est pas comme les armes que nous voyons. Et donc, ils ont des outils, ils ont beaucoup de choses. Par exemple, les drones, maintenant, ils les fabriquent. Et ils sont, techniquement, les militaires rwandais, ce ne sont pas des militaires qu'on peut dire, j'habite dans un camp, j'habite avec ma famille. Non, le camp, c'est pour les militaires, ce n'est pas avec la famille. Et les camps peuvent se déplacer, les bataillons se déplacent, sont mobiles. Ce n'est pas comme en disant je suis là presque comme un fonctionnaire, hein, comme on trouve dans d'autres pays. Ce n'est pas comme les camps militaires où le militaire sait qu'il est là pendant des années. Non, ça n'a rien à voir. Ils sont très aguerris. Je dirais en Afrique, rien vraiment que l'armée de terre en soi, je ne vois pas. Et vous allez même jusqu'à dire que l'armée sud-africaine ne fait pas le poids devant l'armée rwandaise. Non. L'Afrique du Sud, les Sud-Africains, première puissance du continent, son armée ne fait pas le poids devant l'armée rwandaise. Oui, parce que les Sud-Africains, ils ont quoi? Mais il suffit de regarder. Les militaires rwandais, ils sont très jeunes. Les Sud-Africains, vous les avez vus à Goma, comme les Tanzaniens. Ils avaient quel âge? Dans les 40 ans, 45. Ils avaient quelle taille?
Taille. La taille, c'était assez, Assez gros, vous assez voulez gros, dire. oui. Enfin, je veux Ah dire, oui, 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 oui. Oui. Ils avaient l'embonpoint, on va dire ça. Ah oui, agréablement. mais quand on voit les militaires rwandais, c'est très fin, sont des gens très mobiles et qui s'adaptent. C'est pas les autres, les Sud-Africains. Rappelez-vous de Malema. Malema qui disait, il ne peut pas accepter que les militaires sud-africains gardent ses choux. Donc cela veut dire que... C'est pas très glorieux pour l'armée sud-africaine, effectivement. Ah oui, donc il y a des armées, par exemple en Afrique, qui ont été formées par les colons ou qui ont été formés depuis plusieurs années, qui sont restés au même niveau, qui n'ont pas évolué. L'armée rwandaise, c'est une armée qui se remet en cause chaque fois, qui évolue. C'est à l'image même du président Kagame. C'est devenu un secret de polichinelle. L'armée rwandaise appuie bel et bien, soutient bel et bien le M23. Ils sont entrés à Ouvira. Ouvira, c'est pas loin de chez vous. C'est pas l'armée rwandaise qui est entrée à Ouvira. Oui. Je parle du M23 ce sont les rebelles soutenu. Non, quand vous dites soutenu, ça veut dire qu'ils sont entrés avec. Ah ben c'est pas moi qui le dis. Non, Tous les communiqués mais le disent. L'ONU le dit, l'Union européenne le dit, les Américains le disent. Moi, j'ai déjà vu des rapports de l'ONU qui disaient des choses, des choses qui n'étaient pas correctes. Oui, je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Ben, un mouvement comme ça, si c'est des Congolais, Oui. ils ne peuvent pas, en tant que mouvement rebelle, si c'est vraiment des Congolais qui sont strictement limités aux moyens militaires congolais, ils ne peuvent pas comme ça défier toute une armée nationale. Alors, je vais vous dire, c'est simple. Les militaires qui se battent dans le M23, Oui. Makenga, je peux vous dire qu'il a fait la rébellion rwandaise. Les gens du Kivu, plusieurs jeunes du Kivu, ils ont été dans la rébellion quand le FPR se battait. Ils ne sont pas tous Congolais. Non, ils sont Congolais. Mais il y a même des Burundais qui ont été se battre. D'accord. Donc, Okay. c'est-à-dire que quand ils ont été formés par les gens qui revenaient. Et en même temps, ces gens-là, ils ont une détermination. Attention, les gens qui viennent se battre de Kinshasa, qui viennent de Kinshasa pour se battre, ils se battent seulement disant je me bats, mais je pense qu'on va parler de l'armée congolaise. Mais ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui dit mes parents se trouvent dans des camps de réfugiés, ils doivent rentrer. On m'a chassé de ma terre, je dois récupérer ma terre. C'est la détermination. Un militaire doit avoir un motif, une détermination. Sans détermination, le militaire ne se bat pas. Avançons. Ouvira qui est tombé ce 9 ou 10 décembre, c'est pas loin de des frontières du Burundi. C'est à la frontière. C'est à la frontière. On sait que le président Ndayishimiye du Burundi a engagé des hommes en RDC, au total, au départ 10 000, mais je crois qu'ils sont 16 000 aujourd'hui. Y a-t-il de risque de confrontation militaire directe entre l'armée burundaise et le M23 qui a pris Ouvira il y a 2 jours? Et je vais vous dire ce que, éventuellement, vous ne savez pas. Quand le M23 s'est rapproché pour prendre Ouvira, oui. Les militaires burundais étaient toujours à l'intérieur. Oui. Il y a eu des négociations secrètes, je peux vous le dire, qui a permis ils ont permis aux militaires burundais de sortir tranquillement. De la RDC. De RDC, et le M23 s'est arrêté pour permettre la sortie. Tranquillement, sans qu'il y ait combat. Ça, c'est fait. Alors, ça, c'est un point. Par contre, il y a d'autres militaires burundais qui étaient dans les montagnes, qui sont encore coincés dans les montagnes, qui ne sont pas sortis, qui, éventuellement, peuvent se battre. Mais là, il y a la frontière. Je pense que le président burundais va être assez réaliste pour comprendre qu'il ne peut pas attaquer le M23 en partant du Burundi. Pourquoi? Parce que c'est simple. Stratégiquement, en face du M23, il y a l'aéroport. Il y a de Bujumbura. De Bujumbura. Il y a le port de Bujumbura. Il y a la grande industrie burundaise et la brasserie. Il y a l'industrie du café. Juste en face d'Ouvira. La première des choses qu'on voit... Si jamais il y a confrontation... C'est en face, c'est-à-dire que toute l'économie, toute la solidité de l'économie de la base et du pays se trouve exposée au M23. Ce qu'on appelle dans l'armée un tir de barrage, c'est-à-dire un tir qui fait une sorte de cercle. Ça casse, ça détruit tout ça. Et le M23 a les moyens de détruire tout ça? Oui. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Et donc, du coup, le président burundais, il a intérêt à se dire, on est sorti, on se calme, nous, on oublie la guerre du Congo, parce que les intérêts, entre défendre les intérêts
ses intérêts propres et défendre les intérêts de RDC. Si les deux sont en opposition, mais moi je choisis mes intérêts. Je ne peux pas choisir les intérêts d'un autre peuple pour mettre en danger mon peuple. Y aura-t-il un jour la paix entre Qui et qui? En tout cas, une pacification de la RDC? Oui, il y aura la paix. J'en suis convaincu. À quelles conditions? À Doha, déjà, c'était avancé. Je pense que j'en suis convaincu. Mais à quelles conditions? Il faut savoir une chose. Quand on se bat, en fait, la paix, la diplomatie est réglementée par le terrain, la guerre. Surtout quand il y a la guerre. Le rapport de force réglemente la diplomatie. Si sur le terrain, vous êtes en train d'être battu, vous ne pouvez pas imposer les conditions. Il y a certaines choses que vous allez accepter de céder. On le voit en Ukraine en ce moment avec Zelensky. Oui, ça se voit partout. Oui. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands n'ont pas pu imposer parce qu'ils étaient battus. Oui. Mais les Allemands, par exemple, pouvaient juger les Américains pour les massacres, mais ils ne les ont pas jugés. La paix, dites-vous, se fait toujours au profit de celui qui a la supériorité militaire. Exactement. Gratien Roudkindi Kiza, je rappelle que vous êtes un ancien capitaine de l'armée burundaise, aujourd'hui éditorialiste. Merci d'avoir été notre invité. Merci, Jean. Mesdames et messieurs, c'était notre invité. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité.